Brigitte Grésy, bonjour. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté de participer à cette série d'entretiens du projet Imagine. Ça s'appelle De l'intérieur. Vous êtes prête? Je suis prête. Brigitte Grésy, vous êtes présidente du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Et c'est bien légitime car vous êtes une de nos plus grandes spécialistes en matière d'égalité de genre. Vos thèmes de prédilection étant liés aux stéréotypes, au sexisme ordinaire et à la répartition des rôles sociaux. On va y revenir, bien entendu. Agrégée de grammaire à peine 21 ans, vous exercez comme professeur de lettres classiques avant d'intégrer l'ENA, promotion liberté, égalité, fraternité. Après un temps au ministère de l'Industrie, vous intégrez l'IGAS, l'Inspection générale des affaires sociales. En 2004, vous êtes la directrice de cabinet de Nicole Hamelin, alors ministre à la parité et à l'égalité professionnelle. Le président de l'époque est, je le rappelle, Jacques Chirac. En 2006, vous êtes nommée inspectrice générale des affaires sociales et en 2013, secrétaire générale du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle, une instance consultative reliée au ministère des Affaires sociales, de la Santé et des droits des femmes. Et nous voici en juin 2019, il y a bientôt un an déjà, vous accédez à la présidence du HCE, le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Alors peut-être pour commencer, pourriez-vous en quelques mots nous expliquer la nature de ce Haut Conseil et son rôle ? Alors, le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes est une instance qui est classée auprès du Premier ministre et qui réunit à peu près une cinquantaine de personnes. La société civile, c'est-à-dire de très nombreuses associations du secteur des droits des femmes, des élus et des personnalités qualifiées, notamment des chercheurs et des experts sur tous nos sujets. Et donc, c'est une instance qui a essentiellement une double vocation. La première, c'est d'évaluer les politiques publiques d'égalité. Donc, on nous charge d'évaluer les plans violence, la stratégie internationale de la France, etc. Et surtout, on nous demande des propositions sur les politiques publiques à mener dans l'avenir sur l'égalité et les droits des femmes. Et donc, nous faisons, parce que nous sommes organisés en commissions, nous avons 5 commissions, nous rédigeons tous les ans un certain nombre de rapports sur des sujets en général innovants. Ce qu'aiment à dire nos chargés de mission, c'est que le HCE fait des rapports pointus et populaires. C'est-à-dire que nous ne sommes pas des chercheuses au sens propre du terme, nous sommes des personnes qui regardons ce que fait la recherche sur un sujet donné, et on essaye à partir de là, de créer, de penser des politiques publiques en les exprimant sous forme de propositions et de recommandations assez concrètes, de façon qu'elles puissent être mises en forme facilement. Nous sommes en quelque sorte des intermédiaires entre la recherche et ceux qui sont dans l'action, c'est-à-dire en contact direct avec les femmes, c'est des associations, et les pouvoirs publics. Je dirais que les seuls acteurs que nous n'avons pas au HCE actuellement, c'est les partenaires sociaux, puisque le champ de l'égalité professionnelle avait été dédié à une instance différente, le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle, mais dans une loi à venir sur la simplification de l'État, il est question justement de rapprocher le Haut Conseil à l'égalité et le Conseil supérieur, de façon que l'égalité professionnelle, qui est toujours en quelque sorte en frontière de tous nos sujets, puisse être intégrée dans notre réflexion commune. Merci beaucoup pour ces explications qui nous éclairent. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, si vous voulez bien. Chaque soir à 20h, les citoyens se postent à leurs fenêtres, à leur balcon, pour applaudir ceux qui sont en première ligne, ceux qui sont en contact direct avec les malades, que ce soit à l'hôpital ou dans les EHPAD, mais aussi les professionnels du secteur social, de l'hygiène, les agents d'entretien, les aidants familiaux, les caissiers, etc., etc. Or, la plupart de ces emplois sont occupés par des femmes. Rien que pour les secteurs de la santé et du social, les femmes représentent 70% des effectifs. Ce sont donc essentiellement aux femmes que la nation exprime chaque soir sa gratitude. Et pourtant, force est de constater à quel point ces métiers sont peu considérés et sous-payés, ce qui explique sans doute la précarité économique spécifique aux femmes. Cela pose donc la question de la valeur sociale des métiers. Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur ces mécanismes, Brigitte Grésy ? Alors, la crise a eu cet effet extraordinaire de rendre visibles les métiers invisibles ou les métiers non valorisés. Et vous avez très bien cité les métiers du soin, les métiers de l'éducation, les métiers du commerce,
qui sont des métiers qui, dans notre hiérarchie, en quelque sorte, de la valeur, de la chaîne de valeur des métiers, n'est pas reconnue ou est située, en tout cas, un peu de façon négative dans les coefficients de classification les moins importants. Alors, ces bravos, ces applaudissements tous les soirs à 20 h sont très importants parce que symboliquement, ils disent que tous ces gens-là ont été même au-delà de leur contrat, en quelque sorte, mais ils y ont mis leur conscience professionnelle, ils ont pris des risques, ils ont été en quelque sorte au-delà et ce sont, entre guillemets, nos sauveurs. Donc, je pense que c'est très important, cette reconnaissance symbolique de la société entière. Mais bien évidemment, ça ne suffit pas. Et je crois que ce qui est important de dire, c'est qu'il importe tout à fait de revaloriser ces métiers, d'augmenter les salaires de ces métiers, de leur donner des primes, il va y avoir des primes, mais que ça n'est pas un remerciement, c'est une réparation d'une injustice. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'on ne remercie pas ces gens-là pour ce qu'ils ont fait, on leur restitue ce qu'on a mal fait. Et j'en prends pour exemple le fait que des métiers qui exigeaient à peu près le même nombre, je veux dire, de formation et le même nombre d'années d'expérience sont, lorsqu'il s'agit de métiers majoritairement féminins, sous-cotés dans les grilles de classification, et quand il s'agit de métiers majoritairement masculins, cotés davantage. Et ce petit exemple suffit à faire comprendre ce qui se passe et suffit à faire comprendre l'injustice et notamment le fait que l'équation salaire égal pour un travail de valeur égale n'est absolument pas prise en compte dans notre société. Je prends une infirmière, anesthésiste ou de bloc opératoire. Elle a à peu près 5 années d'expérience et de connaissances. Elle est cotée à 549 points. Je prends un cadre informaticien. C'est la même convention, c'est dans un hôpital, mais des filières différentes. Un cadre informaticien, il a une maîtrise, 2 ans d'expérience, à peu près, donc le même nombre en tout de formation, et il est coté 580. C'est-à-dire que ce nombre de points, de toute façon, est supérieur. Pourquoi? Parce qu'un certain nombre de compétences et de connaissances portées par les métiers majoritairement féminins sont sous-évalués au motif qu'ils sont portés par les femmes de façon quasi naturellement. Parce que ce sont des tâches liées au care ou à la transmission, les femmes quasi naturellement, parce qu'elles font des enfants ou parce que majoritairement elles s'occupent des personnes âgées dépendantes, seraient aptes à le faire de façon naturelle. Et le naturel n'est pas valorisé et n'est pas payé. Or, ceci est un mauvais raisonnement. Tout métier s'apprend, y compris évidemment les métiers de service à la personne. Et donc, ces compétences-là, c'est-à-dire en termes d'expérience, en termes de connaissances, en termes de responsabilité, en termes de charge physique et nerveuse, en termes de tout ce qui est, par exemple, le règlement des conflits. On sait que les femmes sont majoritairement au guichet ou aux caisses, la gestion des conflits. Tout ce qui est compétences discrètes, c'est-à-dire des compétences fondées sur ce qui ne se voit pas, mais qui se voit quand ça n'est pas fait. C'est-à-dire, par exemple, toute l'industria, le zèle que l'on met dans une équipe, à faire en sorte que ça prenne, que les gens aient envie de travailler ensemble. Toutes ces choses-là sont très mal valorisées. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas seulement augmenter les salaires de toutes ces personnes, c'est leur rendre ce qui ne leur a pas été donné. Et pour ça, c'est vraiment, je trouve, le schéma de Mauss, hein, c'est-à-dire donner, recevoir et rendre. Aujourd'hui, la société, elle doit rendre. Et rendre, ça n'est pas seulement un rendu symbolique, même s'il est très important parce que nous autres sociétés qui sommes là à 20 h, on ne peut rien faire d'autre que de les applaudir. Mais ça doit être maintenant un rendu au niveau de la valorisation des métiers. Et il faut l'inscrire dans la pondération des compétences parce que sinon, ça recommencera. On fait une augmentation et puis dans 5 ans, ça recommencera. Non. Aujourd'hui, qu'est-ce qui dit qu'un cadre informaticien met plus de cœur, a plus d'intelligence, fait plus d'efforts pour traiter un programme informatique qu'une infirmière anesthésiste ou une infirmière en bloc opératoire? C'est ça le sujet. Et donc, aujourd'hui, on a
un souci de revalorisation de ces métiers. Il faudra faire attention aussi parce que ces métiers du care sont des métiers qui sont souvent financés par les personnes elles-mêmes, donc il y a une question de solvabilisation, donc tout ça c'est des choses à penser, mais aujourd'hui la question forte qui peut se poser à l'occasion de la crise de façon, comment dire, je dirais irréversible, c'est que nous devons requalifier, reclassifier nos métiers. Et ça, ce sont les partenaires sociaux au niveau des branches qui, dans le privé, sont chargés des exercices de classification des métiers. Nous avons travaillé au sein du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle, et avant, c'était le défenseur des droits, sur cette appréhension d'un métier de valeur comparable. Et là, je crois qu'il faut très clairement dire les choses. Aujourd'hui, il y a une sous-valorisation injuste et inexplicable de ces métiers du care et de service à la personne. D'ailleurs, dès le début, dans ma question, j'ai parlé d'être au front. Donc, ce sont celles qui sont finalement au front, ce qui est un vocabulaire assez guerrier. Et finalement, nous devons, d'une certaine manière, la survie quotidienne de notre pays depuis 2 mois à ces femmes qui vont au front. Qu'est-ce que ça éveille pour vous? Parce que je sais que parfois vous utilisez aussi l'expression les soldates du care. Donc tout ça, ça participe d'une même, voilà, des expressions assez guerrières. Et qu'est-ce que ça vous éveille? Alors, moi, je n'utilise pas d'expression guerrière. Les soldats du care, par exemple, je ne l'ai pas utilisé. Parce que je trouve que si on met le mot guerre, la métaphore guerrière, et c'est parce que les médias ont utilisé cette métaphore guerrière qu'on a eu une avalanche d'hommes sur les plateaux, je crois que c'est en quelque sorte le contraire de la guerre. Dans la guerre, on a un ennemi, on a un choc de puissance, et en quelque sorte, il y a de l'hostilité qui fait qu'on doit renverser l'autre. Là, au contraire, ce qui est en jeu, c'est en quelque sorte une sorte de concaténation, de chaînage, de solidarité dans le monde entier, et de faire en sorte que les maillons faibles soient vraiment soutenus. Et donc, d'où l'importance notamment d'aider les autres pays qui ont moins d'argent à affronter cette crise. Et c'est précisément, c'est le contraire, c'est-à-dire c'est le chaînage, c'est l'interdépendance. Et c'est penser l'interdépendance tout en préservant, évidemment, dans les pays ou peut-être au niveau de l'Europe, un certain nombre de choses qui permettent d'avoir notre autonomie. Donc aujourd'hui, ce qui est à penser, c'est l'autonomie et l'interdépendance, et ce n'est pas forcément une métaphore guerrière. Mais c'est vrai que parce qu'elles sont en majorité dans ces métiers du care, du soin à l'autre, de l'éducation ou du commerce, du contact avec la clientèle dans le commerce, etc., c'est vrai que c'est elles qui ont assuré notre survie. Et c'est pour ça qu'il faut une réflexion profonde sur ce que sont les métiers d'utilité sociale. Et là-dedans, je mets aussi des métiers majoritairement masculins qui sont les métiers de la protection des populations, les métiers d'utilité sociale, c'est-à-dire on est dans un monde où finalement on survalorise et on surpaye les personnes qui s'occupent de notre argent, et on sous-valorise et on sous-paye les personnes qui s'occupent des gens, les enfants, les personnes âgées ou l'ensemble des citoyens. C'est pour ça que je pense que demain, enfin, il y a une reconfiguration très forte de ce que l'on veut, et notamment les métiers d'utilité sociale doivent être repensés, y compris en termes de pénibilité, y compris pour la retraite, parce que ces métiers d'aide à la dépendance sont des métiers très lourds sur le plan physique. Transporter une personne âgée dépendante crée des maux de dos très forts dans toute cette population qui sont insuffisamment pris en compte. Et donc, je crois qu'il y a vraiment, et c'est un des chantiers, à mon sens, sans doute prioritaire, c'est la question de la revalorisation des métiers d'utilité sociale. Et donc, après, je pense que nous le verrons, ça implique effectivement des transformations profondes de nos modes de consommation et de production. Il faut sauter le pas, ça va être très difficile, mais je crois qu'aujourd'hui, la mise en visibilité de ces femmes solidaires, je n'ai pas donc dit des soldats, de ces solidaires, en fait, les femmes
c'est elles qui ont été providentielles. Je préfère dire non pas les soldats du Caire, mais au moment où l'État-providence a failli, il a failli dans un premier temps, il a repris son rôle, notamment au niveau de l'économie et de l'aide aux particuliers, mais il a failli dans un premier temps, et c'est les femmes qui ont été providentielles. On a des femmes providentielles. Pour vous qui étudiez de près les rôles sociaux liés aux inégalités de genre, on peut dire que cette expérience du confinement généralisé constitue une sorte de laboratoire absolument inédit. Les familles, les couples se retrouvent 24 heures sur 24 dans le même espace et pour la première fois, eh bien, il n'y a pas d'échappatoire possible quant à la question de la répartition des tâches, qu'elles soient d'ordre ménagère ou éducative. J'en profite d'ailleurs pour rappeler qu'habituellement, les femmes font 3 fois plus de tâches domestiques que les hommes. Alors Brigitte Grésy, pour ce qui concerne les rôles sexués, est-ce que la tendance change ou bien est-ce qu'elle se confirme? Alors aujourd'hui, concernant les rôles sexués, on n'a pas encore d'analyse, comment dire, scientifique de ce qui s'est passé. Et je pense qu'il va y avoir beaucoup d'enquêtes menées, parce que, comme vous le dites très bien, c'est un laboratoire in vivo, je peux dire, de la répartition des tâches, puisque nous avons des gens qui sont enfermés dans un lieu et qui ne peuvent pas en bouger. L'espoir serait que les hommes, confrontés aux tâches du privé, s'y attellent aux côtés des femmes et découvrent ce que c'est que la gestion de la sphère privée. La peur, ce soit que, de fait, les femmes ayant une longueur d'avance sur la prise en charge de tous ces sujets, s'y adonnent totalement devant une réticence des hommes et qu'en fait, il y ait une régression. C'est-à-dire que le sujet, c'est est-ce qu'on va vers une société plus égalitaire grâce au confinement et au fait qu'il y a eu un apprivoisement par les hommes de ce qu'est la sphère privée, ou bien est-ce qu'on retourne même 10 ou 15 ans en arrière où finalement les femmes sont vouées à la sphère privée encore plus. D'autant que ce qui est très clair, c'est qu'on disait avant qu'elles avaient la double journée, et que là, c'est la triple journée. C'est-à-dire, non seulement c'est les tâches ménagères, mais multipliées par 2, ça on oublie de le dire, c'est-à-dire que les femmes font tous les repas, alors qu'avant elles ne faisaient que le repas du soir, aidées en cela par leur mari, peut-être de temps en temps leur conjoint, mais tout ça, on voit bien que ça n'était pas souvent le cas. Donc non seulement les tâches ménagères sont plus importantes, non seulement le ménage, la poussière volette davantage parce qu'il y a tout le temps quelqu'un chez soi, et les tâches du care se doublent de tâches éducatives concernant les enfants puisqu'on fait l'école à la maison. Et l'ensemble des plateformes éducatives disent que celles qui se connectent, c'est très souvent des mails de femmes, et d'une façon générale, le secrétariat d'État aux droits des femmes a fait une enquête par le consultant Harris Interactive qui montre que finalement 63% des femmes disent que c'est elles qui font les repas. Donc on a un risque d'aggravation des tâches ménagères du care et éducatives en ce qui concerne les femmes. Et l'ANACT, qui a également regardé, qui a interrogé beaucoup sur le télétravail, constate qu'il y a un épuisement, une fatigue plus importante chez les femmes, parce qu'au-delà de cette triple journée, il y a effectivement le travail. Alors, certaines sont en chômage partiel, mais celles qui sont en télétravail, comme les hommes, eh bien, nous avons des retours très clairs qu'en fait, leur télétravail, elles le font soit en rognant sur leur nuit, soit en volant des petits espaces de liberté à droite à gauche. Et il y a un article du Monde de ce matin qui montre que les chercheuses envoient 2 fois moins d'articles aux revues savantes que les chercheurs, tout simplement parce qu'elles n'ont plus le temps d'écrire des articles de recherche. Donc on a un risque d'aggravation assez lourde qui ne sera pas sans conséquence non plus, parce que 2 mois d'arrêt dans une production, 2 mois voire 3, ça n'est pas sans incidence sur les rapports de force ensuite dans le milieu du travail. Et au sein de la négociation conjugale, puisque c'est bien ça dont il s'agit, au sein de la négociation conjugale, je crains que le rapport de force étant toujours un peu ce qu'il est, les hommes gagnant majoritairement plus que les femmes, eh bien, les arbitrages
de négociation conjugale ait été, écoute, moi je fais mon télétravail, moi j'ai un métier, écoute, je ne peux pas faire autrement, et toi tu te débrouilles. Non seulement pendant la période de confinement, mais dans la période de déconfinement, quand les enfants vont être pris au compte-gouttes par les écoles, puisque c'est bien de ça dont il s'agit, qu'est-ce qui va rester en chômage partiel? Qui est-ce qui va encore arbitrer pour les enfants? Cela risque d'être les femmes. Donc, je crois que nous avons là un moment vraiment critique. Et c'est pour ça que j'appelais de mes voeux dans une vigilance égalité que nous avons fait au sein du Haut Conseil à l'égalité. On en fait une par semaine sur tous nos sujets. J'avais appelé de mes voeux une campagne des pouvoirs publics sur le partage. Partager les tâches domestiques, partager les tâches éducatives. C'était le moment ou jamais de passer ce message. Parce que, au moins pour initier la négociation conjugale entre les hommes et les femmes. Mais ça n'a pas été fait parce que c'est vrai que d'autres messages étaient sans doute prioritaires, mais je pense que ce message-là l'était également prioritaire. Et nous allons nous-mêmes travailler avec des étudiants de Sciences Po sur comment les 17-18 ans ont vécu le confinement, comment ils ont vécu la place de leur père, la place de leur mère au sein du foyer. Nous voudrions travailler avec les jeunes générations sur ce sujet et leur dire mais comment vous voyez la vie future. Et donc, tous nos espoirs vers un partage égalitaire des tâches, tous nos discours sur il faut réenchanter la sphère privée, il faut que les hommes comprennent comment l'éducation des enfants n'est pas une charge, mais c'est au contraire un investissement, et avec des tas de raisonnements à la pluie. Je crains que dans cette chape de plomb qui est tombée dans le huis clos conjugal, un certain nombre d'énergies ait été mise à mal et qu'il va nous falloir un peu de temps. Sans compter que, au-delà de tout ça, un certain nombre de filles n'ont pas été à l'école comme les garçons, mais que on sait bien que l'école pour les filles, c'est la survie. Hein. Le diplôme pour les filles, c'est ce qui les sort des stéréotypes et des rôles, de la prégnance des rôles sociaux de sexe qui les fait rester à la maison. Et je crains que là aussi, il y ait une forme de retard parce qu'elles auront vécu de plein fouet l'omniprésence des femmes dans toutes ces tâches ménagères. Et je suis assez pessimiste sur le rôle de laboratoire et d'éveil au partage des tâches et au partage des responsabilités pour les hommes pendant cette période de confinement. Mais je crois que c'est une enquête, ce sont des enquêtes prioritaires à faire, et en tout cas le Haut Conseil à l'égalité va en faire un de ses rapports à venir sur comment se sont passés comment s'est passé le partage des tâches et comment les jeunes voient l'avenir à ce sujet. Il n'y aura pas d'égalité, il n'y aura pas véritablement des droits des femmes maintenus et respectés sans partage des tâches. Je vous remercie d'insister sur ces sujets-là, chère Brigitte Grésy, parce que c'est vrai que face à une pandémie, à cette urgence sanitaire, on peut croire que l'idée même de se pencher sur la question des tâches ménagères, de leur répartition, paraît annexe, accessoire, presque futile, alors que la réalité, c'est que c'est toujours un jeu de domino, c'est que derrière, il y a plein de conséquences qui sont induites avec cette question-là. Et il y a aussi toute la question autour de la charge mentale, de la charge émotionnelle, sachant que les femmes, là encore, payent un lourd tribut sur ces questions-là, alors qu'on sait très bien que, puisqu'on est en train de parler de notre santé, l'OMS définit la santé pas seulement par la santé biologique, mais aussi la santé mentale, la santé émotionnelle et psychique. Peut-être que vous avez un mot à ajouter sur ce sujet-là. Alors, la notion de charge mentale est une notion exceptionnelle parce qu'elle a fait vraiment comprendre à tout le monde que finalement la vie domestique, c'est pas seulement la tâche concrète que l'on fait, c'est l'anticipation aussi de ce qui devra être fait. Donc moi, je parlais beaucoup du logiciel domestique qui est en charge mais la charge mentale, doublée pendant la période de crise d'une charge émotionnelle, c'est-à-dire comment je gère l'angoisse, comment je gère les cris des enfants, comment je gère le stress des enfants, qui sont, je crois, enfin pour eux, ne plus voir les copains, c'est aussi un problème. Et je crois qu'effectivement, la charge mentale et la charge émotionnelle des femmes a été renforcée pendant cette période, d'autant qu'elles avaient aussi la charge
mentale de l'impuissance à travailler. Et ça, c'est quelque chose qu'elle ne vivait pas avant. C'est-à-dire, j'ai du travail, je suis en télétravail, je ne peux pas le faire. Comment vais-je le faire? Comment je vole du temps pour le faire? Donc, il y avait ça aussi, en plus, dans la charge mentale traditionnelle et la charge émotionnelle de la crise. Donc, heureusement, hein, je ne veux pas dresser un portrait trop pessimiste, je crois qu'il y a beaucoup d'hommes, et notamment de jeunes hommes, qui ont partagé. Je crois qu'il y a eu pas mal d'hommes aussi qui ont vu ce que c'était que l'éducation des enfants, qui ont vu à quel point c'était un investissement qui réclamait énormément d'intelligence et de doigté. C'est-à-dire que arriver à occuper un enfant, arriver à calmer son stress, arriver à calmer ses cris, arriver à l'occuper alors qu'on peut à peine sortir, ça demande des trésors d'imagination, de charges physiques et nerveuses que les hommes ont partagées pour beaucoup d'entre eux quand même. Donc, je crois qu'il y aura quand même un apprentissage du fait que le soin à l'autre, le soin à la personne, c'est pas comme ça naturel et ça se fait. Pour moi, je dis très souvent qu'avoir un bébé, pour une femme, c'est l'équivalent d'un MBA. Je dis que c'est vraiment une concentration d'énergie, d'apprentissage, de connaissances sans équivalent en quelque sorte, qui est extrêmement fort. Et ça, je pense que de ce point de vue, il y a quelque chose de positif, c'est que certains hommes, ceux qui veulent voir, ont vu que l'éducation, le care, c'était pas quelque chose de facile. C'était vraiment une sorte de miracle d'intelligence, d'anticipation et, comment dire, et d'énergie. Donc ça, s'ils l'ont vu, alors peut-être qu'après il se dira, oh là là, c'était terrible, plus jamais ça. Il y a ceux qui diront plus jamais ça. Mais il y a ceux aussi qui diront, ça c'est difficile, c'est difficile. S'occuper des enfants, c'est difficile. S'occuper des personnes âgées, c'est difficile. Et dans la vie, quand c'est difficile, c'est quand même valorisé. Voilà. Donc, en fait, mon espoir, c'est que le confinement ait servi à ce que ce qui était tellement simple et tellement naturel que ça valait même pas le coup de le valoriser, soit perçu comme très complexe, extrêmement intelligent, extrêmement mobilisateur des énergies. Ça, c'est déjà bien. Mais après, ce qu'on en fait, c'est-à-dire, est-ce que je m'y colle? Et est-ce que je partage mes responsabilités? Est-ce que je m'y colle? Ça, c'est pas gagné. C'est pas gagné du tout. Et c'est pour ça qu'il va falloir faire très attention à transformer l'essai. Et c'est pour ça que je crois vraiment qu'il va falloir agir sur des leviers d'action, notamment l'élargissement du congé de paternité. Hein. Moi, il me semble que vraiment, plus que le congé parental, le congé de paternité doit être développé pour les hommes. Et en matière d'organisation du travail et de conditions de travail, la question du télétravail me semble aussi fondamentale. Les hommes n'ont pas télétravaillé comme les femmes ont télétravaillé. Au début de la crise, les gens disaient non, moi j'ai pas envie de télétravailler, j'y vais, on est bien forcé parce que sinon on ne pourra pas continuer. Aujourd'hui, le télétravail a pris une place dans la vie professionnelle, à mon avis, irréversible. Il y aura de plus en plus de télétravail, y compris du côté des hommes, mais cela va impliquer un exercice très profond de façon à ce que la porosité des tâches et la porosité des sphères privées et professionnelles, que les femmes ont vécu terriblement dans cette période de confinement, que les hommes ont moins vécu, et moi je vais poser des questions, c'est aviez-vous une place, une pièce séparée pour travailler, hommes-femmes? Aviez-vous des heures dédiées pour vous, hommes-femmes, pour voir comment tout ça, la chambre à soi, là, pour travailler, pas seulement pour penser. Tout ça, ça va être très intéressant, mais le télétravail va devoir poser ces questions, hein, c'est-à-dire de l'autonomisation et de la non-porosité des sphères. Est-ce que les femmes vont réussir à faire du télétravail en ne combinant pas en plus les charges domestiques et les charges ménagères, parce que là, on y aurait perdu. Et ça, c'est très grave, puisque le télétravail va vraiment augmenter très fortement dans la vie de tous les salariés. Dans cette crise sanitaire, les femmes sont des héroïnes de premier plan, mais paradoxalement, elles sont aussi les premières victimes de cette crise.
Le décompte quotidien tragique des décès dus au coronavirus a remplacé celui qui, tout au long de l'année 2019, nous rappelait l'intolérable réalité des féminicides. Je rappelle que dans notre pays, on dénombre chaque année environ 220 000 femmes victimes de violences sexuelles et ou physiques. Les comportements violents sont évidemment exacerbés par l'enfermement et c'est ainsi que le confinement peut se révéler un piège dramatique, voire fatal, pour nombre de femmes et leurs enfants. Ainsi, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, les violences intrafamiliales sont en hausse de plus de 30% en moyenne. Ces chiffres sont sans doute minimisés par rapport à la réalité, car il est très difficile pour les victimes de donner l'alerte en toute discrétion dans ces conditions. Quelles sont vos craintes concernant cette situation, Brigitte Grésy ? Alors, les violences ont augmenté effectivement très fortement pendant cette période de confinement, un huis clos dans lequel la femme ne peut pas sortir. Et donc, il y a la question des violences pendant ce confinement et il va y avoir la question des violences en sortie de confinement, parce qu'il y a aussi un risque de décompensation qui est assez fort. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'au début de la crise, même si les pouvoirs publics et des associations se sont tout de suite mobilisés pour dire attention, les violences vont être exacerbées, et c'est valable dans le monde entier, les appels étaient très peu nombreux, notamment au 3919, qui est donc un numéro d'écoute fondamental. Eh bien, aujourd'hui, il y a à peu près 400 appels par jour, alors qu'en temps normal, il y en a 200. Et le nombre d'appels au mois d'avril a été le double du nombre d'appels au mois d'avril de l'année dernière. Donc, ça y est, aujourd'hui, on sait que les demandes faites au 3919 ont augmenté de façon très importante, de même que les signalements sur les plateformes, le portail police-gendarmerie sur Arrêtons les violences. Et je crois que ça, c'est un signe que les femmes, grâce aux campagnes sur les violences, ont conscience de plus en plus qu'elles doivent se signaler. Alors, elles se signalent davantage. Les forces de l'ordre ont réagi et ont fait un certain nombre d'interpellations, aussi parce qu'elles étaient peut-être moins prises par des sujets de délinquance qui sont en général beaucoup plus importants en période, je dirais, normale. La justice a également été saisie et la justice a fait en sorte que toutes les décisions en matière d'ordonnance de protection, etc., soient maintenues jusqu'à la fin de la crise, même quand les délais s'achevaient. Donc, il y a eu, je crois, mise en place d'un certain nombre de choses concernant les violences, sans compter le fait que les pharmaciens ont été mobilisés avec des signalements possibles lorsque les femmes arrivaient à leur faire part de leur peur. Et puis, évidemment, les centres commerciaux aussi ont monté des centres, des pièces où des associations pouvaient être là et faire des permanences. Donc, il y a eu un système. De même, et je le rappelle, la possibilité pour les femmes de faire un SMS sur le 114 quand il y a menace de violence. Donc, je crois que c'est un des sujets très lourds de ce confinement, un sujet très lourd sur lequel des possibilités de réponse des femmes ont été mises en place, mais je crois que nous allons devoir attendre cette sortie du confinement pour comprendre et aborder de façon plus intéressante et meilleure pour les politiques publiques ce sujet, lorsque les femmes vont pouvoir sortir, lorsqu'elles vont aller dans les associations, raconter leur histoire. Et je crois que pour l'instant, bon, c'est vrai que la justice fait son travail, mais en même temps, beaucoup disent que c'est très lent, qu'elles n'ont pas de réponse, que dans les hôpitaux, ils sont débordés. Voilà. Donc, on a un panorama très perturbant de ce huis clos familial qui a déclenché beaucoup de violences. Et dans les enquêtes qui sont faites, même lorsqu'il n'y a pas de violence, on dit qu'il y a beaucoup de tensions aussi dans les couples, beaucoup de tensions, notamment sur la répartition des tâches. Il y a des colères, il y a des tensions.
Et tout ceci, je crois que ça va être une occasion d'analyse beaucoup plus poussée. Pour l'instant, nous ne pouvons que constater et que dire et redire que lorsqu'une femme est victime de violence, lorsqu'il y a danger pour sa vie, pour ses enfants, qui sont les victimes collatérales très, très fortement perturbées dans ce contexte, bien qu'il y a tous ces numéros qu'il faut appeler. Et nous travaillons au sein du HCE pour améliorer le parcours des femmes victimes de violences depuis le signalement. Alors le signalement, ça peut être le signalement, le dépôt de plainte, main courante, mais ça peut être aussi le signalement via l'hôpital, ça peut être aussi les éducateurs qui ressentent que à l'école, quelqu'un ne va pas et qu'ils signalent. Donc depuis le signalement jusqu'à la prise en charge par la justice, l'éviction du conjoint violent, jusqu'à la réparation du trauma chez la femme, et puis jusqu'à la sortie des violences, y compris par l'accès à un logement plus pérenne ou y compris par une aide lorsqu'elles retournent au travail par les entreprises de ces femmes victimes de violences conjugales. On a là toute une chaîne, et le Grevio, donc le comité du Conseil de l'Europe qui s'occupe des violences faites aux femmes, a aidé aussi la France à recenser ces dysfonctionnements, et nous allons bientôt sortir un document sur les dysfonctionnements essentiels qui demeurent, sachant que le HCE a beaucoup plaidé pour l'éviction du conjoint violent en période de confinement. Il s'agit vraiment de sortir les hommes violents et de les mettre dans des nuitées d'hôtel ou dans des lieux où ils pourront, où ils peuvent être accueillis, mais de le sortir du huis clos familial par des procédures d'éviction. Ça, c'est vraiment la priorité des priorités. Et je crois qu'il y a eu un suivi justement de ces hommes violents. Il y a un téléphone aussi qui a été ouvert pour eux pour qu'ils puissent s'exprimer lorsqu'ils ont envie de passer à l'acte pour essayer de les contrôler. Mais cette période est une période qui va nous apprendre beaucoup de choses, y compris pour la vie ordinaire, c'est-à-dire ce que l'on aura appris dans cette période de confinement, d'exacerbation des tensions et d'impuissance des femmes à se sauver, pourra aussi, si ça n'a pas été pris en compte à temps, pourra aussi nous aider à comprendre comment organiser le chaînage depuis le signalement jusqu'à la sortie de l'emprise des violences et jusqu'à la réparation des femmes. Vous faites bien de nous rappeler tous ces mécanismes parce que c'est vrai que très souvent, ce sont les femmes qui s'enfuient alors qu'elles ont aussi les enfants, etc. Et comme vous l'avez très bien dit, les enfants sont les victimes collatérales. Dans 40% des cas, quand le conjoint est violent contre sa femme ou contre sa compagne, eh bien, il est violent aussi envers les enfants, ce qui crée des traumatismes très graves. Alors, c'est aussi très important de rappeler que c'est notre responsabilité collective, que si on entend des insultes, des cris, des coups, il faut réagir en tant que citoyen, en tant que voisin, amis, collègues. C'est à nous d'être vigilants, d'être réactifs. Alors, je vais juste récapituler les numéros essentiels. Vous l'avez dit, le 3919, c'est le numéro national de référence pour les femmes victimes de violences. Et je précise que c'est vraiment le numéro pour les femmes parce que c'est pour les violences conjugales, les violences sexuelles, psychologiques. Ça concerne aussi les mariages forcés, les mutilations sexuelles, le harcèlement, etc. Donc vraiment, le 3919, c'est le numéro très précieux pour les femmes. Il y a le 119, le numéro pour l'enfance en danger, puisque comme on vient de le dire, les enfants sont en première ligne. Alors, c'est le numéro pour l'enfance en danger, et je le précise, c'est aussi le numéro pour les parents en difficulté. Donc, des parents qui sont au bord de péter les plombs, le 119, c'est vraiment le numéro aussi à avoir en tête. Pour les appels d'urgence, le 18, le numéro des sapeurs-pompiers, le 17, la police, la gendarmerie. Et je rappelle que depuis 2015, il y a une application qui s'appelle Appel, A2P-E2LES, A2P-E2LES, Appel. Donc, c'est une application qui est au service des femmes et des filles victimes de violences. Voilà, donc je pense que ça, c'est très important. Et ce que je voudrais signaler, c'est que le 3919, c'est vraiment un numéro d'écoute. Lorsqu'il y a urgence, il faut surtout composer le 17, parce que là, la police peut intervenir directement au domicile. Donc, il faut le 3919, c'est un numéro d'écoute, le 17, c'est le numéro d'urgence. On va passer à un tout autre sujet maintenant.
On le sait, de manière générale, les médias ont tendance à être un miroir déformant concernant la place et le rôle des femmes dans la société. À votre avis, Brigitte Grésy, est-ce que cette période de pandémie a fait évoluer la situation sur cet état de fait? Et si oui, cela va-t-il dans le bon sens? Alors, concernant les médias, notre jugement est quand même très négatif. C'est-à-dire, je pense qu'il y a eu une régression caractérisée de la place des femmes dans les médias, sur les plateaux, parmi les expertes, mais aussi globalement. Alors, je crois que pour expliquer cette régression, on ne voyait que des hommes, mais même lorsqu'il ne s'agissait pas d'un sujet de santé, il y a 3 jours, c'était comment organiser les espaces de bureau après le Covid-19, précisément à cause du télétravail et du fait qu'on va changer les organisations de travail. Eh bien, il y avait 8 personnes architectes d'intérieur qui étaient interrogées, 8 hommes, alors qu'il y a 46% des architectes d'intérieur qui sont des femmes. Donc on voit bien que là, pendant cette crise, tous les efforts qu'on faisait depuis des années, et le CSA, qui faisait des efforts depuis la loi de 2014 pour l'égalité réelle entre les hommes et les femmes, puisque le CSA doit veiller à une présence quantitative des expertes et aussi à une juste présence des femmes, représentation et présence des femmes et une juste image des femmes dans les émissions, et que les services publics s'étaient engagés dans leur contrat à augmenter le pourcentage de femmes expertes. Là, on a, notamment sur les chaînes d'information continue, une régression hallucinante. Et on a notamment sur les couvertures de magazines aussi, vous avez vu Le Monde d'après, que des hommes, enfin, Penser le monde d'après, que des hommes. Enfin, il y avait quelque chose qui était de l'ordre du scandaleux. Donc au début, on ne disait rien, on se disait oh, c'est horrible, c'est la crise, il faut une parole d'autorité, l'essentiel c'est de faire passer des beaux messages, etc. Et puis petit à petit, c'est devenu insupportable. C'est devenu insupportable et je dirais pour 3 raisons. La première, c'est que, et je reprends une expression du sociologue Éric Massé, c'est vrai que les femmes, dans certains cas, sont manquantes. Elles sont manquantes. Si on veut prendre des professeurs d'université, praticiens hospitaliers, les fameux PUPH, pour parler de la crise, alors là, oui, comme ils sont 80%, on a des chances d'avoir des hommes. Si on veut prendre des présidents de CME, bon, il y a aussi, ils sont en très grande majorité des hommes. Vous pouvez nous dire ce que c'est les Les CME? commissions médicales d'établissement. Donc ça, c'est pareil. Mais parler de la crise, c'est pas forcément prendre ces personnes-là. C'est-à-dire, on peut aller dans d'autres cercles d'excellence. Il y a d'autres cercles d'excellence, notamment les académies de médecine, l'Académie des sciences, il y a des biologistes, il y a des épidémiologistes, il y a nombre de femmes. La moitié des médecins d'hôpitaux, ce sont des femmes. Donc, elles ont été manquées. Les femmes ont été manquées. Et par ailleurs, et c'est, je trouve, le deuxième manquement à une information juste, et les médias, elles sont là pour, en quelque sorte, véhiculer aussi une vision du monde, donc elles ont des responsabilités. Le deuxième manquement, c'est que on nous a, en quelque sorte, montré uniquement le récit des tribulations du virus. C'était le récit des tribulations du virus. Or, l'histoire, le récit, celui qu'on a envie d'entendre et celui sur lequel on veut réfléchir pour mettre des solutions en face, ça n'est pas que ça. C'est aussi tous les acteurs. Or, nous savons, et nous l'avons dit au début, les aides-soignantes, 91% des 600 000 aides-soignantes, ce sont des femmes. Les infirmières, ce sont des femmes. Celles qui font le ménage, ce sont des femmes. Que ce soit l'hôpital, que ce soit les EHPAD, que ce soit le commerce, il y avait une autre vie à nous montrer. C'est-à-dire le récit peut-être de l'émotion, quand les mourants n'ont pas leur famille, parce que ça n'est pas possible de les faire rentrer. Le récit de l'urgence, quand il y a tout d'un coup le coup de feu et que tout le monde s'entraide, que tel médecin se fait infirmier, que tel infirmier se fait aide-soignant, etc. Et puis, je pense qu'il y avait toute autre sorte de récits de la solidarité qui ont été insuffisamment montrés dans ces médias. Et puis le troisième manquement, c'est effectivement la métaphore de la guerre, qui fait que du coup, il a fallu adopter des postures viriles. Il fallait une parole d'autorité. Je crois à la parole d'autorité dans les situations de crise. Il faut une parole d'autorité et il faut une parole qui rassure. La parole d'autorité et la parole qui rassure, ça n'était pas forcément des hommes.
Et on voit bien quand certaines femmes s'expriment à la télévision, à quel point elles sont à la fois, elles nous rassurent, mais aussi à quel point elles ont cette autorité qui fait qu'on peut aller derrière elles pour faire ce qu'il faut et faire les bons gestes dans cette crise. Et donc là, je trouve qu'il y a eu vraiment une occasion manquée de faire son devoir de média, qui est d'équilibrer les partenaires. Aujourd'hui, la place et le rôle des femmes dans la société n'a rien à voir avec ce que nous ont montré les médias pendant la crise. Et c'est pour ça que nous, au Haut Conseil à l'égalité, on veut vraiment que des mesures fortes soient prises. On voudrait déjà qu'il y ait un décompte réel qui ait été fait de la place des hommes et des femmes sur les plateaux d'infos, de savoir pendant le confinement. C'est important de savoir. Si on se rend compte qu'il y a eu 80% d'hommes, alors on pourra quand même s'interroger au sein des médias sur la façon dont ils ont fait leur travail de médias. Et donc, il faut compter ça. Donc, moi, je pense il faudrait faire que le CSA devrait sans doute le faire, mais ça suppose des engagements qui ne sont pas de mon ressort. Je précise juste que le CSA, c'est le Conseil Ah, supérieur de l'audiovisuel. le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui a un rôle très important hein, pour faire respecter l'égalité et le nombre d'experts, hommes et femmes, dans les médias. Et puis à l'avenir, moi je pense qu'il faut délibérément, puisque les chaînes et les radios ont l'obligation, une fois par an, de faire un rapport sur l'évolution de la place des femmes, je crois qu'il faut leur mettre des engagements de progression, pas seulement leur dire voilà, on en est là. Il faut des engagements de progression, il faut travailler sur des viviers, il faut travailler sur des guides d'accompagnement, parce que c'est pas seulement être une femme là, présente, c'est les femmes présentes, quel est leur temps de parole? Est-ce que leur parole est coupée? Quand elle est coupée, est-ce qu'elles peuvent reprendre leur parole? Comment elles sont citées? Comment elles sont appelées? Quels sont les sujets qu'elles traitent? Moi, j'avais fait une étude dans mon rapport sur l'image des femmes dans les médias, où on avait regardé le nombre d'hommes et de femmes. Et bien, il y avait des sujets dits masculins, la géopolitique, etc. Il y avait des sujets dits féminins, le care, la beauté, etc. Puis il y avait des sujets mixtes. Et bien, dans les sujets dits masculins, il y avait 90% d'experts hommes. Dans les sujets dits féminins, il y avait 60% d'experts hommes. C'est-à-dire qu'on parlait par exemple de gynécologie, on avait mis un gynécologue homme. Donc, on voit bien que le comptage permet une forme permet d'aller à l'encontre de son ressenti, qui est que, oh, mais il y a une femme. Quand il y a une femme, on se dit, ça y est, elles sont nombreuses. Donc, il faut regarder aussi les sujets traités. Et puis, pour la presse écrite, il faut évidemment regarder les images, tout l'accompagnement iconique, le nombre de citations, le nombre de portraits. Et moi, j'avais fait des études sur la presse écrite et il y avait 7 fois moins de portraits de femmes que d'hommes dans les magazines dits mixtes. Donc, et pourquoi c'est dangereux? Parce qu'on peut se dire, après tout, ce qu'il faut, c'est une bonne info. L'important, c'est une bonne info. Pourquoi c'est dangereux? Parce que les médias, elles reflètent le monde, elles disent le monde. Et elles ne le reflètent pas réellement, puisqu'elles font des choix. Donc, en fait, elles ont aussi une valeur un peu performative et même normative. Et les jeunes qui regardent les médias, ils s'identifient à ce qu'ils voient. Et il faut que les jeunes femmes s'identifient à tous les métiers et à tous les pouvoirs. Donc, les médias, ce sont quand même des instruments de légitimité dans la sphère publique. C'est ce qui rend légitime dans la sphère publique. Et on voit bien comment, alors là, pour le coup, s'exprimer dans les médias, c'est aussi un apprentissage. Les hommes le font depuis tout le temps et se sentent légitimes pour le faire. Les femmes se sentent moins légitimes. Et donc, il faut aussi une forme d'entraînement. Donc, je trouve que dans cette crise où il y avait quelque chose d'absolument, je dirais, disproportionné entre celles qui étaient en première ligne de la solidarité, 80%, les femmes, et ceux qui parlaient de cette solidarité, moi je pense que c'est à peu près 80% des hommes. Comment peut-on faire ce décalage? C'est qu'il y a quelque chose qui fondamentalement est sexiste dans les médias, vraiment sexiste. Et je trouve ça grave parce que
refléter le monde en distordant le réel, eh bien, c'est engager sa responsabilité vis-à-vis des auditeurs et vis-à-vis de la jeune génération. Oui, il y a une chose qui m'a frappée et qui, je trouve, transpirait de sexisme, c'est qu'effectivement, il y avait cette tendance à féminiser tous ces métiers de première ligne, c'est-à-dire de toutes les façons parler des caissières, des infirmières, des aides-soignants, alors qu'il y a quand même un pourcentage d'hommes, mais le fait de le féminiser de manière comme ça automatique, là encore, transpire de sexisme. Et en même temps, c'est la réalité. Parce que Oui, si on mais avait dit ça les prouve que infirmiers, oui, ça je suis d'accord. Mais en fait, on est presque dans les problèmes d'accord. Comme dans l'accord de la langue, on a un nom masculin, 10 noms féminins, l'accord est le masculin. Donc, moi, je suis plutôt pour, vous voyez, la règle de la majorité. Mais on disait les médecins. Et c'est-à-dire que là, on disait alors les médecins, chaque fois qu'il y avait un terme, il y avait beaucoup de noms épicènes pour les noms savants, pour les experts, où on ne voyait pas si c'était homme ou femme. Mais comme par hasard, pour les métiers concrets, là, il y avait la marque du féminin ou du masculin. Donc, même dans le langage, vous voyez, même dans les métaphores utilisées, de même qu'on dit un drame conjugal alors que c'est un crime, un féminicide, on dit un drame passionnel. Je pense que la langue, les accords, les métaphores sont extrêmement importantes pour positionner réellement une réelle place des hommes et des femmes dans le monde. J'aimerais maintenant que l'on se penche sur la question du leadership au féminin. Ces dernières semaines, plusieurs grands journaux ont mis en lumière l'efficacité de politiques menées par des femmes au pouvoir, vantant par là même leurs brillants résultats, à savoir des taux de mortalité très bas. Alors, si vous me le permettez, je vais citer quelques exemples à l'international parce qu'ils sont véritablement édifiants. Ont ainsi été mis en avant, entre autres, la franchise d'Angela Merkel, qui a immédiatement dit aux Allemands que la situation était très sérieuse, ce qui leur a permis justement de la prendre au sérieux, cette situation. La réactivité de Tsai Ing-wen, qui à Taïwan, dès janvier, dès les premiers signes de cette maladie étrange, a mis en place pas moins de 124 mesures, ce qui a tout bonnement évité au pays de passer par le confinement, dont on connaît aujourd'hui les néfastes conséquences économiques. On a pu constater la même vivacité de décision en Nouvelle-Zélande de la part de Jacinda Ardern, qui a tiré la sonnette d'alarme alors qu'il n'y avait encore dans le pays que 6 cas de Covid-19. En Islande, Katrín Jakobsdóttir, Premier ministre du pays, a décidé de ne pas limiter les tests aux personnes présentant des symptômes, mais a mis en place immédiatement un système de tests gratuit pour tous les citoyens. Ainsi, l'Islande va pouvoir fournir des données clés en ce qui concerne les taux réels de propagation et de mortalité du virus. Le cas de Sanna Marin en Finlande est lui aussi très intéressant. Sanna Marin, elle est née en 1985, elle n'a donc que 35 ans, c'est la plus jeune chef d'État du monde. Or, elle a eu l'excellente idée d'utiliser la puissance de frappe des influenceurs des médias sociaux pour diffuser largement les informations essentielles à la lutte contre la propagation de l'épidémie. D'où l'intérêt d'avoir non seulement des femmes, mais aussi des millennials à des postes de décision. Et enfin, j'en terminerai par là, il y a le cas de Erna Solberg à la tête de la Norvège. Celle-ci a fait preuve d'un renversant sens de l'empathie en organisant une conférence de presse réservée aux enfants. Elle a ainsi pu répondre à leurs interrogations et apaiser leurs craintes, qui évidemment étaient bien légitimes. Voici donc quelques exemples de la réactivité, de l'originalité et surtout de l'efficacité des prises de décision émanant de femmes au pouvoir. Pensez-vous, Brigitte Grésy, que les femmes soient dotées de qualités spécifiques qui leur permettraient de gérer au mieux les crises qui se présentent? Alors, moi déjà, ça me réjouit de voir que des femmes comme ça, à la tête de pays, ont pris à bras le corps cette pandémie et ont réussi. Ça, c'est quelque chose, moi, qui me réjouit. Je fais partie des personnes qui se méfient beaucoup, évidemment, de l'idée qu'il y a des qualités sexo-spécifiques. Je pense que pour être chef de gouvernement ou chef d'État, c'est un tel parcours du combattant que les femmes qui y arrivent, déjà, c'est pas n'importe qui. C'est-à-dire, c'est des femmes exceptionnelles, donc surcompétentes. Et
puis, il faut regarder dans l'ensemble. Il y a des pays qui sont plus petits, il y a des pays pour qui le sens de la discipline est très important, il y a des pays qui avaient déjà eu des grippes antérieures très, très néfastes et qui s'étaient mis en ordre de bataille. Il faut regarder aussi le contexte, hein, qui fait que nous avons, enfin, nos pays d'Europe du Sud ont été quand même assez désorganisés et que d'autres ont pris de façon beaucoup plus rigoureuse le sujet. Et puis, on ne sait jamais, c'est-à-dire dans ces pays, on ne sait jamais si c'est parce que le pays est, comment dire, plus ouvert, plus dynamique, que du coup il fait venir une femme, ou si c'est cette femme-là qui est extraordinaire et qui fait qu'elle ouvre le pays. Donc on ne sait jamais quelle est la causalité ou la corrélation. Mais globalement, moi je fais partie des gens qui pensent que c'est les individus qui comptent. C'est-à-dire que le leadership, l'aptitude au leadership, n'est pas une question de sexe. C'est une question d'aptitude et c'est une question de compétences liées à des individus. Le risque, alors, en même temps, si ces femmes-là ont mis ces sujets-là très vite sur le devant de l'agenda, c'est qu'aussi, et ça on ne peut pas le nier, les femmes et les hommes n'ont pas une inscription tout à fait des mêmes sujets à l'agenda, parce que nous n'avons pas les mêmes rôles sociaux de sexe aujourd'hui. Donc c'est vrai que les choses liées au care sont des réflexes peut-être plus rapides du côté des femmes que du côté des hommes aujourd'hui. Mais globalement, je crois qu'il ne faut absolument pas essentialiser les qualités ni les compétences. Sinon, on rentre dans un monde binaire, aux femmes l'intuition, aux hommes la rigueur, aux femmes les fonctions de communication et de RH, aux hommes les fonctions de leadership et de stratégie et de finance. Donc, je crois que là, on rentre dans une sorte de division sexuelle des compétences et on retombe dans du sexisme. Sexisme bienveillant, là les femmes sont formidables, mais qui n'existe pas, hein. Sexisme bienveillant et qui repose fondamentalement sur l'idée que finalement les hommes et les femmes sont complémentaires. Aux femmes, l'intuition, la douceur, le lien, aux hommes, la force, etc., ce qui n'a aucun sens. Nous connaissons tous évidemment des hommes et des femmes qui sont le contraire, hein, de leur portrait stéréotypé, ce qui n'a aucun sens, mais qui peut s'expliquer par le fait qu'il y a quand même une fabrication différente des sexes dès l'enfance, dès l'école, et que les femmes ont moins appris à être légitimes dans leur ambition et leur pouvoir que les hommes. Et donc c'est là-dessus qu'il faut travailler. Mais au niveau des compétences et des qualités sexo-spécifiques, il n'y a pas de qualité sexo-spécifique. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est-à-dire que les hommes comme les femmes peuvent prétendre à l'entièreté du champ des possibles. Sinon, on a l'univers coupé en deux, le champ des possibles coupé en deux, et c'est un gâchis de compétences incroyable. Donc, pourquoi rejeter la binarité? Eh bien, au nom aussi, alors pas seulement du fait de l'égalité, de l'équité, mais c'est aussi parce que c'est du gâchis de compétences. C'est-à-dire qu'il y a un vivier des talents chez les femmes, vivier des talents en matière de leadership, vivier des talents en matière de créativité, d'innovation, dans tous les domaines, qui est aujourd'hui gâché par ces stéréotypes de sexe binaires qui les vouent à des rôles préformatés dans lesquels elles ne sont pas forcément à l'aise. Donc je crois, de même qu'on avait dit les Men Brothers et les Men Sisters à l'époque de la crise de 2008, si on en revient à des qualités, des aptitudes et des compétences, il n'y a pas de compétences sexo-spécifiques, il y a simplement des constructions d'individualité qui peuvent être différentes, des apprentissages qui peuvent être différents, mais les hommes comme les femmes peuvent être de magnifiques leaders comme de mauvais leaders. Et les hommes comme les femmes peuvent être de magnifiques pourvoyeurs de liens sociaux ou des dramatiques. Donc voilà ce que m'inspire cette chose-là, c'est qu'on va vite à l'essentialisation parce que ça nous rassure. On se dit, ah là là, les femmes, ce sont des leaders fantastiques. Non, il y a des femmes qui sont des leaders épouvantables. Enfin, on en a tous connu dans nos organisations de travail, et des femmes qui sont extraordinaires. Et on a eu des hommes, moi j'ai connu des patrons extrêmement intuitifs aussi. Donc simplement, il y a des apprentissages différents. L'intuition, c'est la qualité de la personne dépendante qui essaye de contourner le puissant.
Alors c'est possible que les femmes aient plus développé leur intuition que les hommes, parce que nous sommes championnes dans le contournement d'obstacles. Mais voilà, c'est tout. Et pour autant, l'intuition aussi, c'est quelque chose qui est une qualité très partagée. Donc voilà ce que m'inspire ce sujet, même si ça me réjouit de voir que des femmes ont si bien traité ce sujet dans d'autres pays. Je peux juste un tout petit peu ajouter une sensation que moi j'ai. Je me dis finalement, comme ces femmes, comme vous l'avez très bien dit, sont exceptionnelles et finalement exceptionnelles aussi dans le fait qu'elles font exception. C'est-à-dire, elles sont assez rares à arriver à ce degré voilà, de position, de poste dans la société. Et du coup, peut-être que ça les libère. C'est-à-dire qu'elles se retrouvent face à des situations inédites, c'est-à-dire elles sont elles-mêmes quelque chose d'inédit, on va dire, et du coup, peut-être que ça leur permet de penser out of the box, justement, de penser de manière audacieuse, d'inventer des nouveaux chemins, parce que quand je pense à cette idée de faire une conférence de presse réservée aux enfants, je pense qu'ici, je crains que si Édouard Philippe avait proposé cela, on se serait peut-être moqué de lui. Et donc, on voit que là, il y a peut-être du coup la possibilité d'explorer des nouveaux champs des possibles. Voilà, et il faut aussi pondérer cela avec les cultures des pays. Moi, je pense que dans les pays du Nord, la Finlande, etc., les femmes sont moins prisonnières, un peu moins prisonnières que nous, les Latines et les pays du Sud, des rôles sociaux de sexe. Et du coup, elles se donnent plus d'autorisation que nous-mêmes. Et bon, moi, j'appartiens à une génération où il a vraiment fallu lutter. Je pense que les jeunes, les très jeunes, sont déjà plus libérés d'un certain nombre de choses par rapport justement au patriarcat. Mais il y a des pays où finalement les femmes ont eu des places, peut-être notamment à l'école, plus égalitaires. Et ça les aide à porter un discours égalitaire. Je pense qu'en France, beaucoup de femmes sont encore très prisonnières d'attentes, du male gaze, du regard d'autrui, de l'attente, très très prisonnières. Et c'est un de mes vœux les plus chers, c'est que les jeunes générations se libèrent beaucoup de cela pour précisément se sentir légitimes beaucoup plus dans l'ensemble des tâches qu'elles font. Toujours sur la question de la place des femmes au poste de gouvernance, que ce soit dans le monde politique ou le monde du travail, existe-t-il à votre sens des outils incontournables qui permettraient d'accélérer les choses et faire significativement bouger les lignes? Alors là, on est complètement dans la suite de la question précédente, enfin de notre échange précédent. Sans quota, ça n'avance pas. C'est-à-dire qu'il y a deux endroits, deux lieux où c'est très difficile pour les femmes. C'est dans les milieux majoritairement masculins, les métiers majoritairement masculins, où elles peuvent à la rigueur entrer, mais c'est difficile de se maintenir pour des tas de raisons, et notamment le sexisme, et les lieux de pouvoir, la gouvernance. La gouvernance, alors le plafond de verre, enfin, tout ce qu'on veut dire, c'est vraiment que ce soit dans la fonction publique, que ce soit dans les entreprises, que ce soit au niveau des élus, c'est vraiment la chasse gardée des hommes. Et il y a des résistances extraordinaires à la montée des femmes, résistances qui s'expliquent par toutes les questions des stéréotypes de sexe et qui s'expliquent aussi par le fait que les femmes peuvent aussi s'auto-censurer devant les montagnes qu'elles doivent franchir pour y arriver. Et donc, dans le monde politique, si on est arrivé à avoir à peu près 45, enfin, presque la moitié, pas tout à fait, dans les grandes élections, que ce soit au niveau des élections municipales, pour les plus de 1000, les élections régionales, européennes, etc., c'est parce qu'il y a eu des quotas. C'est parce qu'il y a eu des objectifs chiffrés obligatoires qui ont été imposés sous peine de nullité des listes. Et on voit bien la difficulté dans le scrutin uninominal, c'est-à-dire pour les députés, où là, il y a simplement des sanctions liées à l'argent, c'est-à-dire le financement des partis sur la part des candidats aux élections, où là, effectivement, il y a des amendes qui sont payées et certains partis ont préféré payer, enfin, ne pas être financés, avoir un manque à gagner plutôt que de mettre des femmes. Donc,
je crois que c'est la règle du quota. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est pareil, quoi. C'est des contradictions hallucinantes. Les femmes sont à peu près à moitié parmi les membres maintenant dans un certain nombre de grandes élections, mais au pouvoir, elles n'y sont pas. Il y a à peu près 84% de maires hommes. Et on arrive à 90% si on prend les présidents des conseils départementaux, régionaux, et ne parlons pas des intercommunalités. Donc, dès qu'on arrive au pouvoir, c'est les hommes qui prennent. Et ils peuvent avoir une adjointe femme, puisque normalement c'est le numéro 2 femme dans les listes hommes-femmes. Mais c'est quelque chose qui, d'une certaine façon, pose problème. Et cette omniprésence des hommes au pouvoir, donc nous voudrions essayer précisément d'y apporter des aménagements, hein, mais ça va être très compliqué. Et c'est la même chose dans les entreprises. Ils peuvent arriver à travailler sur des plans de mixité au niveau des cadres ou même des non-cadres, mais dès qu'on arrive dans la sphère des comités de direction et des comités exécutifs, on est à 18% de femmes. Même lorsque le vivier cadre est aux alentours de 36% de femmes. Donc, dans les conseils d'administration et pour les grandes entreprises, on a fait la règle des 40%. Ça marche dans les grandes capitalisations boursières, puisque dans le CAC 40, on est à 43% de femmes et SBF 120 aussi, c'est les indices boursiers des plus grandes entreprises. On est bien à 43% de femmes, mais dès que l'on descend et que là, il n'y a pas de contrôle, puisqu'il n'y a quasiment pas de contrôle pour les conseils d'administration, on n'est pas à 40%. Ou s'il y a moins de 8, à la règle de égalité moins 2. Donc, chaque fois qu'il n'y a pas de sanction, chaque fois qu'il n'y a pas de contrôle, pouf, c'est les hommes qui arrivent. Et c'est pour ça que nous, au Conseil à l'égalité, on a préconisé que dans la future loi sur l'égalité économique des femmes, proposée par M. Le Maire et Mme Schiappa, on ait une règle dans les CODIR et les COMEX, donc dans les comités de direction et les comités exécutifs, de 40% de femmes, dans un délai à prévoir, parce que, encore une fois, on peut trouver des femmes parmi les cadres qui soient à la hauteur des responsabilités qui leur seront données. Donc, en fait, pour ce qui est des postes de gouvernance et des postes de pouvoir, hormis les quotas, ça ne marche pas. Et c'est des phénomènes de frein et de résistance extrêmement subtils qui sont mis en place par les hommes avec des manifestations de sexisme incroyables. Donc, les femmes au pouvoir sont victimes de sexisme très très largement, c'est-à-dire les intimidations, les incivilités, l'infériorisation subtile. Moi-même, j'ai connu des choses comme ça. Mais c'est le sexisme dit ordinaire qui passe par des tas de comportements, d'attitudes qui, l'air de rien, de façon insidieuse, sournoise, infériorisent, déstabilisent les femmes lorsqu'elles sont au pouvoir, les délégitiment, les disqualifient. C'est des femmes sans qualité, pour reprendre le terme de Musil, on veut nous disqualifier. Et est-ce que c'est conscient? Pas toujours. Mais l'idée de l'entre-soi masculin est quand même très fort, très très fort. Et en plus, c'est un peu la chasse gardée des privilèges. Parce que les femmes sont compétentes, elles sont plus diplômées que les hommes maintenant dans l'enseignement supérieur. Elles sont compétentes, elles ont l'énergie, elles ont le désir. Leur ambition se forge, surtout chez les très jeunes, avec de moins en moins, de réserve, d'autocensure. Et donc, ce sont des rivales, c'est-à-dire les talentueuses. C'est pas seulement le talent, elles sont aussi des tueuses. Elles vont prendre les places parce qu'elles le valent pour leurs compétences. Donc, c'est vrai que ça fait des places en moins. Mais au lieu de réagir sur « Ah, elles arrivent, il faut transformer les carrières », on se dit « Ah non, on veut y échapper ». Et en fait, aujourd'hui, l'enjeu, c'est la transformation des carrières. C'est-à-dire, avant, une belle carrière, c'était diriger 3, puis 10, puis 100, puis 1000. Une belle carrière, ou une carrière, ça devra passer par des temps de management, mais aussi par des temps d'expertise, par des temps de sous-traitance, puis on revient et on manage. C'est-à-dire qu'il va falloir transformer les carrières pour que, finalement, les hommes et les femmes puissent y trouver toute leur place. C'est-à-dire qu'il faut faire preuve d'innovation,
Il faut repenser les critères d'évaluation, les critères de promotion pour avoir les meilleurs. Et les meilleurs, ce n'est pas forcément les plus diplômés, ce n'est pas forcément ceux qui restent 14 heures par jour au travail. C'est-à-dire le rite sacrificiel du temps qui est la marque des hommes, c'est aussi peut-être un gâchis terrible de connaissances autres, de préoccupations autres qui peuvent enrichir la décision au travail. Moi, je ne crois pas du tout à la décision prise dans la rapidité forcenée de l'urgence, sauf cas exceptionnel, d'individus qui sont toujours ensemble, le club des hommes, et qui décident à travers le monde. C'est pas ça la bonne décision. Et je crois que la crise est peut-être aussi pour nous l'occasion de remettre à plat ce qu'est une bonne décision. D'une façon générale, il va falloir que le monde ralentisse, je crois. Mais ralentir, ça n'est pas faire moins de choses, c'est agir, mais aussi penser l'action plus que cela ne se fait aujourd'hui. Penser l'action et reprendre l'exercice du doute. Moi, ce que je trouve terrible aujourd'hui, c'est que l'exercice du doute, ça prend du temps. C'est pas la procrastination, hein, c'est pas le fait de remettre au lendemain l'exercice du doute. C'est le fait d'entendre l'autre et de se forger une opinion qui permettra d'avoir une décision provisoirement bonne, puisqu'aujourd'hui on est sans arrêt dans l'incertitude. Mais il va falloir peut-être repenser tout cela. Et ralentir, ça veut dire remettre de la pensée et du doute dans ce que l'on fait, et dans la façon dont on traite la planète, et dans la façon dont on traite les êtres humains. Je crois que ces deux choses-là, c'est-à-dire les êtres humains et la planète, c'est quelque chose qui mérite d'autres modes de décision. Et ces autres modes de décision, ça veut dire mettre ensemble d'autres personnes, des femmes à hauteur de leurs compétences, comme des hommes à hauteur de leurs compétences, mais aussi des jeunes femmes, des jeunes hommes, des plus âgés, c'est-à-dire aussi l'intergénérationnel. Mais l'intergénérationnel des femmes et des hommes. Et je crois que ça, c'est très important, et c'est une occasion à ne pas rater aujourd'hui dans le monde demain, après cette crise, où les femmes ont été extraordinairement évincées, y compris des sphères de décision. L'Agence française de développement a fait un grand programme post-Covid-19. Le mot femme dans sa première mouture n'était pas prononcé une fois. Comment est-ce possible? Dans des pays en voie de développement dont on sait que les femmes tiennent le microcrédit, tiennent la micro-entreprise, tiennent beaucoup le développement d'un certain nombre de régions. Comment est-ce possible? Là, je crois qu'il y a quand même des sonnettes d'alarme à tirer. Et si on ne le fait pas maintenant, on rate une occasion, et je crains beaucoup pour nos filles et nos petites filles, et nos fils et nos petits-fils, parce que je pense que les hommes ont tout à gagner à cette remise en perspective des choses essentielles, la consommation, la production, comment je décide par rapport à ça, et comment je mets les bons acteurs par rapport à ça. En guise de conclusion, pensez-vous que nous vivons un moment clé qui pourrait faire chanceler les structures inégalitaires du pouvoir patriarcal? Et si oui, en quoi et comment? Alors j'ai souri quand vous avez dit chanceler les structures du pouvoir patriarcal. J'ai souri parce que j'ai jamais vu quelque chose d'aussi ancré. C'est boulonné. Ce pouvoir patriarcal, il est boulonné. Dans le monde. Dans le monde entier, et dans d'autres pays encore plus que dans le nôtre. Donc voilà, c'est pour ça que moi, parfois, je me dis que je suis une petite bricoleuse de l'égalité, c'est-à-dire que je mets mes petits boulons partout pour essayer d'accrocher, mais voilà. Donc, ça devrait l'être. Je ne suis pas sûre que ça le soit. Ça devrait l'être parce que on a eu un tel exemple de catastrophe sanitaire, de défaut de solidarité, d'interdépendance outrancière là où il ne fallait pas, où des chaînes de valeur ont été exportées dans des pays où la main-d'œuvre est à bas coût alors qu'il fallait les conserver dans nos pays. On a eu de tels exemples d'inefficience des politiques que je me dis que ça peut marcher comme un révélateur, mais je n'en suis pas sûre. Je n'en suis pas sûre parce que
comment dire, l'impérieuse nécessité de l'altruisme qui passe par l'écoute de l'autre, mais donc des femmes, des plus jeunes, n'est pas comprise par tout le monde. Et je crains que, comme en 2008, ce dont il soit question, c'est de récupérer très vite les bons circuits de financement et de refaire comme avant. Moi, je pense qu'il faut dire clairement aux gens que les vacances où on prend l'avion systématiquement pour aller au bout du monde, ben c'est fini, enfin, ça ne peut plus être ça. Que manger systématiquement des fruits et des légumes qui sont au bout du monde, je ne sais pas si ça peut encore être ça. Que acheter je ne sais combien de robes ou acheter je ne sais combien, peut-être que ça n'est plus ça. Que voilà, je pense qu'il y a un certain nombre de questions qui vont devoir être posées. Moi, j'aime bien l'expression de Nicolas Hulot qui est c'est pas le libre-échange, c'est le juste échange. Et le juste échange, ça implique énormément de choses. C'est une période cruciale pour notre planète, mais aussi pour les gens. C'est une période absolument cruciale. Et je ne vois pas encore les prémices de ce qui pourrait être une mise à plat de tous les dysfonctionnements notoires qu'on a pu constater. Un certain nombre de chefs de pays continuent dans l'impérialisme de façade, continuent à nier le multilatéralisme, continuent à nier l'entraide au profit de la seule économie. L'Europe tarde à trouver sa place. Or, je pense que sans l'Europe, on n'y arrivera pas. L'Europe tarde à donner ce discours nouveau. Nos politiques sont pris complètement dans la crise. Nous ont annoncé un discours nouveau. Tout allait changer, mais nous l'attendons. Et c'est pour ça que je suis optimiste dans la mesure où on ne pourra jamais faire autrement que de continuer sur cette lancée de la valorisation des droits des femmes et du combat de l'égalité. Donc, de toute façon, on continuera. Et il y a de plus en plus de jeunes femmes qui le font. Il y a de plus en plus d'associations de jeunes qui sont extraordinaires. Il y a de plus en plus dans les médias de jeunes femmes qui s'expriment de façon remarquable sur ce sujet. Donc, de toute façon, on continuera. On sera là, c'est sûr. Mais est-ce que le patriarcat commence à être déboulonné? Ça, non. Parce que je pense que beaucoup n'ont pas compris ce qui se passait. Beaucoup n'ont pas compris. Comment faire pour qu'ils comprennent? Ça va forcément passer par des choses un peu révolutionnaires. Sinon, si on fait de l'ajustement à petits pas, on n'y arrivera pas. Donc voilà, donc nous, HCE, on essaye de contribuer à la réflexion de demain en faisant ces vigilances égalité sur tous nos sujets. On en a sorti un sur les médias, sur l'IVG. On va en sortir un sur justement les femmes dans l'économie, des choses comme ça. Mais le rôle des politiques va être essentiel et il faut que les femmes y soient à 50% pour porter ce discours nouveau. Sinon, c'est une occasion ratée. On est à la croisée des chemins quand je vous écoute. C'est ça que je comprends. C'est vrai que chaque fois qu'il y a une crise dans un territoire, on sait à quel point le droit des femmes est menacé immédiatement. Absolument. Mais peut-être aussi, puisque pour l'instant on n'avance qu'à petits pas, peut-être aussi que c'est une crise peut aussi amener d'un coup un retournement de situation. En tout cas, c'est ce qu'on peut espérer. Merci infiniment, chère Brigitte Grésy, d'avoir accepté de répondre à mes questions. Avant de vous quitter, je signale que vous êtes l'auteur de nombreuses publications que je recommande chaleureusement, dont par exemple le petit traité contre le sexisme ordinaire qui est paru en 2009 chez Albin Michel, et plus récemment La vie en rose pour en découdre avec les stéréotypes, paru en 2014, toujours chez Albin Michel. Vous voulez ajouter quelque chose concernant les publications ? Non, j'ai publié aussi dans la collection Petit Belin Le sexisme, fin de la loi du silence. Cette question du sexisme et de l'intronisation du mot sexisme dans le langage courant me semble extrêmement important. C'est un peu le contrepoids au patriarcat. Merci infiniment. C'était De l'intérieur avec Brigitte Grésy. Merci.